Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes toujours sur A24 News pour Hebdo Show Algérien. On continue avec l'œil d'Alger. Retour à présent sur la victoire du Sénégal. Hier soir en Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire, vous l'avez vu, vous le savez, face au pays hôte, le Maroc, malgré un arbitrage partiel et beaucoup de magouilles. Lors de cette compétition continentale, les Lions de la Teranga se retrouvent donc une fois de plus sur le toit de l'Afrique. Et ce, au bout d'une finale, on va le dire, un messieurs chaotique. Et encore, je pense que je pèse mes mots quand je dis chaotique. Mohamed Haouchine, journaliste et commentateur sportif, est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Nouhed, bonsoir à toute l'honorable assistance et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce soir. Merci d'être avec nous ce soir, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Haouchine. Est également avec nous Monsieur Marouane Tabti, cadre du mouvement sportif algérien. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous. C'est un devoir d'apporter un peu notre témoignage sur un volet bien précis. Merci à vous de l'avoir accepté, cette invitation. Mohamed Haouchine, je commence avec vous. Hier soir, on peut dire qu'hier soir, on a assisté à un véritable sketch. Écoutez, la CAN 2025, c'est terminé. Elle a livré son verdict. Le verdict, il est connu. Un beau champion, il faut le dire, le Sénégal. Constellation de vedettes, c'est le cas de le dire. C'est la deuxième CAN remportée par le Sénégal, qui a toujours été une terre de sport, de foot et de passion. Et sur ce plan-là, alors moi je voudrais dire, malheureusement, je m'empresse de le dire, que cette CAN 2025 ce devait être la fête du football africain. Et quand je dis la fête du football africain, c'est-à-dire du foot, de la sportivité, du fair play et surtout l'union entre les peuples africains. Oui. Ce devait être justement tout cela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je pense qu'on dit qu'il y a les moyens. Bon, les moyens importent peu. Il y avait peut-être le contenu, mais le contenant a laissé à désirer dans la mesure où il y a eu trop de dérapages. Malheureusement, depuis quelques années, le football africain est gangréné par deux vices, l'argent et la politique. Il y a trop d'argent, et quand je dis qu'il y a trop d'argent, cela veut dire tout simplement, je ne pèse pas mes mots, tout comme vous, Nouhed, tout s'achète, tout se vend dans le football africain. C'est la corruption. La corruption la plus totale. Pas simplement au niveau des arbitres, parce qu'il dit corruption, on dit que l'arbitre, on l'a acheté, etc. Non, même au niveau de la sphère, même au niveau des instances de la Confédération. Vous prenez par exemple la commission d'arbitrage. C'est très dangereux. C'est là que se joue en coulisses tout ce qui se fait et se défait dans le football africain. Et malheureusement, il y a quelques années, on s'était plaint du regretté président Issa Hayatoullah Rahmou, que Dieu ait son âme, camerounais, originaire de Garoua, une ville du nord du Cameroun que j'ai connue à l'époque. Paraît-il qu'à l'époque, son père a été maire de Garoua pendant des années. Bon, disons qu'on s'était plaint. Et on pensait qu'il y a eu un changement. Il y a eu le malgache Ahmed qui a résisté à peine une année à peine, et puis on lui a collé de tas d'histoires. Je ne saurais dire est-ce que c'était vrai ou pas vrai, ou bien pour le casser. Toujours est-il qu'il n'a pas fait long feu, il est parti. Puis après, il y a eu Motsepe, le Sud-Africain. Que d'espoir à l'époque, on s'est dit, tiens, Arbama avec un Sud-Africain, on connaît l'amitié, l'Afrique du Sud, qui a toujours été un pays ami, il faut le dire, que les choses sont toujours faites un peu en toute transparence, dans l'objectivité, en toute équité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la mesure où la Confédération africaine de football a touché le fond. Et comme dirait notre flag national, il continue de creuser encore, et c'est dommage. C'est dommage dans la mesure où la CAF a vendu son âme. Ouais. Là encore, je pèse bien mes mots, elle a vendu son âme dans la mesure où il n'y a plus de souveraineté. Vous prenez la dernière décision absurde, stupide, qui a été prise par cette équipe, ce bureau de la Confédération africaine de football, celle de remettre la Coupe d'Afrique des Nations, qui a toujours été une fête du Gouta africain tous les 2 ans, et puis là, patatras, on enlève tous les 2 ans, on la met tous les 4 ans, tout simplement pour répondre à d'autres exigences extra-africaines qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du football africain. Des clubs européens. Et le club européen, exactement, dans la mesure où maintenant, la FIFA, même la FIFA à l'échelle mondiale, a la main mise sur la Confédération africaine de football. On a laissé faire parce que les pays africains, les clubs africains qui détiennent les deniers, les finances, se lamentent, se plaignent depuis des années que leurs joueurs qu'ils payent, bien évidemment chichement, il faut le dire, leur manquent. Mais écoutez, ce sont
sont nos enfants, nos footballeurs du continent africain. Nous avons le droit, en tous les cas, d'égayer le continent et surtout de prospecter. Dans la mesure où, chaque fois qu'il y a tous les 2 ans, ça profitait au football africain. Je m'explique. Il n'y a pas que le côté spectateur, mais il y a des petits pays. Autrefois, on ne donnait la Coupe d'Afrique des Nations qu'aux pays les plus nantis, point de vue infrastructure, au point de vue finance. Mais depuis quelques années, on a donné la chance aux petits pays de postuler pour des éditions. Et quand on postule pour des éditions, c'est quoi? C'est la construction de nouveaux stades, de pôles de développement, etc. Et de petits pays, le Burkina Faso. On va y revenir, Mohamed Haouchi. Moi, j'ai fait la Coupe d'Afrique des Nations en 1998. Le Burkina Faso, il n'y avait que 2 villes. Il y avait Ouaga, Ouara, comme disent les Burkinabés, Ouagadougou, et puis Bobo Dioulasso, la deuxième ville qui est à 200 km, c'était chaud. Oui. Mais grâce à la CAN 1998, le Burkina Faso s'est construit, bien évidemment avec l'aide de la Confédération africaine de football, ils ont construit des stades et ils sont formés, si bien qu'aujourd'hui, autrefois qu'on appelait d'ailleurs la haute volta. On va revenir à ça, monsieur Mohamed Haouchi, si vous le voulez bien. Je vais vous faire écouter le témoignage d'une personne. Il s'agit d'un journaliste donc, et homme de médias sénégalais. Il s'appelle Mokhtar Sylla. Il revient justement sur la victoire du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et il dit ce qu'il a marqué justement lors de cette CAN. Regardez, on en repart. Très bien. C'est un sentiment d'abord de satisfaction que cette équipe qui a quand même produit du beau jeu, qui a été humble, qui a respecté tous ses adversaires, par la volonté de Dieu, aujourd'hui se retrouve avec sa 2e étoile. Donc un sentiment de satisfaction également parce que la fête, je pense, dans son ensemble fut belle. Parce que tout ce qui touche au sport et qui permet de rassembler la jeunesse africaine, notamment dans ce qu'elle a aujourd'hui de plus visible, ce que j'appelle des ambassadeurs aujourd'hui de l'Afrique sont nos sportifs, tout ce qui peut les réunir dans une manifestation, dans un événement comme cela, qui suscite des émotions, qui est retransmis un peu partout, non seulement dans le continent, mais à travers le monde, doit être salué. Ça, c'est la partie, j'allais dire, positive de tout cela. Et il est sûr que et certain qu'au-delà de cette victoire n'est pas venue sans un certain nombre de bruits, de manifestations, de choses qui se sont produites pendant cette CAN. Et là, je voudrais vraiment réagir, pas seulement en tant que Sénégalais, mais je voudrais réagir en tant que panafricain, quelqu'un qui croit fondamentalement à l'unité, à l'intégration africaine, à l'amitié, à la véritable fraternité entre les Africains. Et je pense qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas normales. Vous ne pouvez pas avoir un finaliste d'une Coupe d'Afrique des Nations qui débarque dans une autre ville où se joue la finale dans les conditions que tout le monde a vues et que tout le monde déplore. On dira que c'est d'accord, mais cela ne doit plus jamais se reproduire ni au Sénégal, ni au Maroc, ni en Algérie, nulle part ailleurs. Parce qu'il s'agit de sport, il s'agit de fraternité, il s'agit de compétitivité, il s'agit d'excellence. Ça, c'est l'une des choses. Mais au-delà de ces questions d'accueil, parce qu'il faut le dire également, ils ont été bien accueillis, les personnels des hôtels, on a vu comment ils ont fraternisé et tout. Mais l'un des problèmes essentiels aujourd'hui, moi, c'est ce que j'appelle la mafia du foot africain. Aujourd'hui, véritablement, on se rend compte qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On a vu quelquefois des VAR, pas sur le match du Sénégal, je parle dans l'ensemble. On a vu des VAR muettes, des VAR aveugles, il y a eu des injustices, des pénalités qui auraient dû être tirées, qui n'ont pas été tirées. On a vu des cartons qui sont distribués selon en veux-tu, en voilà et selon un peu le destinataire. Il y a des choses qui sont passées qui sont des choses anormales, que personne ne doit aujourd'hui cautionner. Également, ce que j'appelle, excusez-moi d'utiliser le terme, cette grande fumisterie, j'allais dire institutionnelle, quand on entend le président de la FIFA sortir, donner des leçons, etc., il n'a pas de leçons à donner de ce point de vue. Parce que s'il y a des leçons à donner, il faut le donner aux arbitres, il faut le donner à la VAR, il faut le donner aux gens qui aujourd'hui, effectivement, ont failli compromettre, j'allais dire, cette grande manifestation-là, que le Maroc s'est évertué à offrir aujourd'hui à l'ensemble de l'Afrique et à l'ensemble de sa jeunesse. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose dans ce domaine, c'est la question de l'arbitrage en Afrique. Il faut véritablement que nos arbitres aient de l'éthique et le sens véritablement. Nul n'est parfait. On peut se tromper, mais trop, c'est trop. On a vu des choses qui ne sont pas acceptables. Le Sénégal a organisé il y a quelques années, il y a assez longtemps, une Coupe d'Afrique des Nations qu'on n'a pas gagnée. Ce n'est pas parce qu'on organise que l'on doit absolument gagner. Cela devra se faire dans l'équité, dans la confrontation saine, mais ne jamais oublier que nous sommes des frères africains, que nous sommes dans le même continent. Et ça, véritablement, je pense qu'il est temps que tous les Africains qui sont épris de justice, qui sont épris véritablement du développement de cette activité qui est une activité essentielle pour notre continent, se lèvent tous ensemble pour dire stop.
On ne peut plus être vraiment dans ces machinations, ces combines, ces trucs de corruption qui ne disent pas leur nom et qui sont là, évidents, sous les yeux de tout le monde. Là, comme j'allais dire, un œil en plein dans le front. Véritablement, je pense que cela est un des enjeux aujourd'hui auxquels il faut que nous fassions face. Mais une fois tout cela passé, une fois les passions, tout cela, j'allais dire, traversé, il faudrait véritablement que nous donnions au sport de manière générale et à la jeunesse africaine de manière générale tout leur poids, que nous leur donnons toute leur place au niveau de nos sociétés, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui aujourd'hui constituent ce dynamisme, cette force vivante qui aujourd'hui doit effectivement assurer le développement de notre continent dans une logique de prospérité partagée. Voilà, messieurs, c'était donc Maktar Sylla, journaliste sénégalais, que Sofiane Baroudi, notre producteur, a contacté un peu plus tôt dans la journée. Mohamed Houchine, ce journaliste parle de mafia du football africain tout de même. C'est des mots forts qu'il a utilisés. Ben, c'est le cas de le dire. Malheureusement, pour notre continent, c'est malheureusement une véritable mafia, effectivement. Vous savez que au sein de la Confédération africaine de football, qui est censée réunir tous les pays africains, il y a peut-être 3 ou 4 pays qui ont mis la même mise sur la Confédération africaine de football. Puis après, il y a les autres. Il y a les gros cylindrés qui sont là, qui détiennent et qui imposent un peu leurs droits à tout ce qui touche à la Confédération africaine de football. Et il y a les autres pays qui n'ont pas intérêt, en tous les cas, à remettre en cause l'ordre établi. Et le problème, il est là. C'est-à-dire, il faut tout assumer. J'ai dit tout à l'heure cette histoire-là de tous les 4 ans qui devait être débattue, et ça devait l'être notamment durant cette 25e assemblée, à l'occasion de l'Assemblée générale de la 25e édition. Elle devait être soumise à débat par l'Assemblée générale, et ça n'a pas été fait. Ça a été fait en catimini. On a opté bien évidemment pour cette histoire-là, tout simplement, comme le disent les collègues ici, les amis ici présents, pour faire le jeu des Européens, mais aussi même des Américains. Il faut dire là où le fric. Mohamed, je vais aller dans votre sens par rapport à la même mise, notamment de Fouzi Larjar, qui est le président de la Fédération marocaine du football. Et je vous donne quelques informations. Le vendredi 16 janvier 2026, il y a eu la réunion du comité exécutif de la CAF. D'abord, Patrice Motsepe, qui est le président de la Confédération africaine du football, il a élevé la voix, il a reproché à certaines fédérations africaines d'avoir fait fuiter l'information par rapport au changement de date ou de la régularité de la Coupe d'Afrique des Nations qui passe de 2 à 4 ans. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Avant Fouzi Larjar, il y avait le président de la fédération nigériane de football, M. Ibrahim Moussa Gusso, qui a protesté contre les conditions d'arbitrage lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les mauvaises conditions, la tricherie. Fouzi Larjar se lève, il insulte la mère du président de la fédération nigérienne, et il a eu un comportement irrespectueux à son égard. Théoriquement, Fouzi Larjar, qui est quand même un membre dirigeant de la Confédération africaine de football, devrait passer par la commission de discipline. Cela n'a pas eu lieu, et par le passé, vous vous rappelez, Mohamed, que Fouzi Larjar avait frappé un arbitre lors du match de Nahdat Berkane contre une équipe égyptienne. Il n'a jamais été sanctionné pour ça. Pour l'arbitrage, et je termine avec ça, c'est que Fouzi Larjar a préparé en fait, la Coupe d'Afrique, a préparé l'arbitrage scandaleux dans la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait ? En juillet 2025, il a changé, il a tout fait pour changer le président de la commission d'arbitrage, qui était l'Ivoirien Doué Noumé Diaz, et il a fait remplacer par Olivier Safari Cabal, qui a été nommé juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire en décembre 2025. Ça veut dire que ce président de la Fédération marocaine, qui fait ce qu'il veut, il a préparé le terrain pour que son équipe gagne la Coupe d'Afrique. Elle n'a pas gagné. Marwan Tabti, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et qu'est-ce que vous avez pensé de cette Coupe d'Afrique, de cette compétition dans son ensemble, notamment avec ces scandales d'arbitrage? On en a déjà parlé dans cette émission, on en a parlé sur plusieurs plateaux finalement. Bien avant la tenue de la compétition, nous avions de grandes appréhensions. Et elles se sont malheureusement avérées justes. Et ce point de vue, il est unanime, en dehors du Maroc, bien sûr. Ce qui signifie que nous n'avons pas eu de spectacle, nous n'avons pas eu la fête que tout le continent africain espérait, parce qu'il y a eu des forces qui ont tout fait pour que ce soit une coupe pour le Maroc. On peut parler de fiasco, Monsieur Tabti ? Pardon ? On peut parler de fiasco ?
C'est un fiasco pour l'organisation, ça c'est clair. Bien que personnellement, un aspect, si vous voulez, très personnel dans cette Coupe d'Afrique, parce que 2 journalistes sont décédés, C'est vrai. dont un qu'on a connu personnellement depuis son enfance, Monsieur Mohamed Soumaré. Mohamed Soumaré. Oui. Donc et en plus cette supporter du NED. والحراش Lui, d'abord. c'est vache. Lui, c'est vache d'abord. الحراش d'abord. C'est c'est un vrai. petit peu le club que je supporte moi-même personnellement, donc je suis obligé d'apporter cette précision. Donc, si vous voulez, ça a quand même une dimension dramatique à l'échelle des personnes que nous sommes. Donc, c'est clair que cette CAN n'a pas atteint ses objectifs festifs, ludiques, de toute la famille du football africain. Et la prochaine édition, il faut que maintenant, une majorité de pays africains, de fédérations africaines, fassent le nécessaire pour éviter que ça se reproduise dans ces conditions. Justement, par rapport au décès de ce journaliste, est-ce qu'on en sait plus? Parce que je sais qu'il y a une omerta des autorités du pays organisateur, en l'occurrence le Maroc, par rapport à ce décès. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé réellement ou actuellement? Parce que je sais qu'on parle d'un deuxième décès également, d'un deuxième journaliste. Celui d'un influenceur camerounais. Camerounais. Audrey Est-ce qu'on en Bongo. sait plus ou pas du tout? La famille Soumaré, donc c'est des amis de notre famille. Hein. On se connaît depuis peut-être une quarantaine d'années. A eu des difficultés. Le père, docteur Soumaré, qui était donc notre voisin, et ça c'est son fils, aurait eu des difficultés à obtenir un visa pour aller au Maroc pour assister, pour faire les démarches nécessaires. Et il perd son fils, donc il essaie d'être présent et les Maliens, les autorités marocaines auraient fait des difficultés. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui cette question est réglée ou pas, mais c'est clair qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour l'éclatement de la vérité. Et ça, c'est un euphémisme. Il est mort dans de conditions suspectes, On évidemment. va justement écouter les dernières déclarations qu'il a eues au micro d'Al24. Regardez. Mohamed Soumaré, consultant sportif malien. Bon, le niveau arbitrage, c'est la déception. Franchement, c'est la déception. Malgré la présence de la VAR, on a vu beaucoup de situations contestées et contestables. Et là, ça ne fait pas du tout honneur au football africain. Avant, il n'y avait pas la VAR, on pouvait tolérer. Mais franchement, avec la présence de la VAR et sur des actions vraiment, voilà, là, c'est quand même déplorable. Oui, c'est vrai, là, le pénalty d'hier, et là, on a été surpris que la VAR n'a pas appelé l'arbitre. Et c'est quand même dommage. Là, on aura l'occasion de poser des questions lors de la séance avec les arbitres mercredi au centre du FUS de Rabat. Je vous en prie. Voilà, c'était donc les déclarations du défunt Mohamed Soumaré après la rencontre Algérie-Nigeria. Mohamed Hawchin, vous vouliez intervenir? Oui, Nouhed, je voulais reprendre ce qu'a dit M. Tabti quand il a dit que les pays africains doivent réagir. Moi, je dirais encore mieux, ils doivent réagir pour se réapproprier la Confédération africaine de football, qui est notre confédération, qu'elle ne dépende pas d'une minorité de certains de ses membres ou qu'elle ne dépende pas de parties extra-africaines. Je parlais bien évidemment de la FIFA, tout simplement pour dire que la Confédération, les pays africains doivent s'unir pour réagir, pour que le football africain soit régi véritablement par une confédération qui doit confédérer et ne pas agir tout simplement aller du soin. Je disais cette année, et j'insiste aussi, j'insiste beaucoup, c'est pour ça que je voulais reprendre la parole, que dans cette CAN 2025, on a tout fait pour barrer la route à l'Algérie. Je dis bien, on a tout fait pour barrer, je m'explique. Vous savez que dans les 2, après avoir été champion d'Afrique en 2019, au pays des pyramides, donc en Égypte, malheureusement, ça a calé. Vous savez que le football n'a jamais été une chance exacte, mais je pense que l'Algérie a toujours joué le jeu. Ça n'a pas marché sur les deux dernières CAN pour l'Algérie. On a été éliminé au premier tour, mais sans faire de tapage, de tintamarre. Mais voilà que cette année, on a laissé faire. Vous savez que les premiers tours, les poules,
3 matchs, 3 victoires. Tiens, cette Algérie qui inquiète. C'est une nouvelle génération, c'est un nouvel état d'esprit. Et il fallait tout faire pour casser la trajectoire algérienne. Et bien évidemment, et ça a été fait en coulisses. Mais Mohamed, il y a un autre objectif. Ce n'est pas simplement de viser l'Algérie. Ça, c'est vrai, parce que nous avons les potentiels. Mais il y a une autre réalité que le régime marocain, ou bien à travers l'Aqja, voulait concrétiser. C'est-à-dire qu'il y a une surpolitisation de cette CAN. En fait, l'Algérie les a tellement dérangés qu'ils ont tout fait pour barrer la route à l'Algérie. Mais il y a autre chose, il y a un autre aspect très important. L'instrumentalisation. L'instrumentalisation de cette coupe, de cette compétition. Le Marocain voulait à tout prix de la prendre parce que c'est un pays qui a énormément de difficultés économiques. Donc les 2 milliards d'euros qui ont été investis en réalité en 2015, les Marocains, d'une manière très arrogante, avec un mépris inimaginable, disent qu'aujourd'hui, nous avons organisé la meilleure CAN, que personne ne rêvait de trouver des infrastructures et des hôtels aussi bons que ceux du Maroc. Et là, c'est une insulte aux Africains et c'est une insulte à tous les pays qui ont participé. Parce qu'en réalité, ce qu'a fait le Maroc, les infrastructures qu'on voit actuellement ont été construites à partir de 2015, lorsque le Maroc avait poignardé l'Afrique et poignardé la CAF lorsqu'il a refusé d'accueillir l'édition de 2015 sous prétexte qu'il y avait l'Ebola qui menaçait la santé des participants, alors que c'était juste un prétexte pour ne pas le faire. Et à ce moment-là, Issa Hayatou a tout fait pour que cette compétition soit organisée dans ce pays, et c'était le Cap-Vert. Et aujourd'hui, il veut redorer son blason à travers cette compétition, la prendre par tous les moyens, quand je dis par tous les moyens financiers, l'arbitrage et tout, parce que c'est pour cacher une réalité immense. Il y a déjà un régime qui est en train de péricliter, un roi très malade, une population qui gronde, qui a dit nous ne voulons pas de stade, nous voulons d'hôpitaux, nous ne voulons pas de canne, nous voulons de l'éducation, nous voulons des universités, nous voulons manger et vivre. Et cette canne-là, le Maroc a tout fait pour... Il voulait en faire d'elle, l'utiliser comme un calmant, comme en réalité c'était un sparadrap sur une jambe de bois. C'est pour cacher une réalité qui est contestée par la plupart des Marocains. Et cet échec qui a eu lieu hier va justement donner l'occasion aux Marocains de se réveiller et de dire que nous avons été floués pendant un mois, on a essayé de nous donner une pilule qui n'a pas fonctionné. C'est cette réalité qu'il faut revoir. C'est bien de parler, je respecte le spécialiste qui est Mohamed Betchin, Tabti qui est aussi et Tabti qui est un ancien qui est dans le cadre sportif et qui est un homme des jeux d'échecs, qui est excellent, que j'ai connu personnellement. Donc nous sommes, c'est vrai, dans l'esprit sportif, mais il y a cet aspect politique. Et c'est les Marocains qui l'ont politisé, c'est pas nous. Il y avait même des sifflets contre l'hymne égyptien. Pourtant, les Marocains n'ont pas joué contre les Égyptiens. On a sifflé l'hymne national algérien. On a fait en sorte à ce que toutes les compétitions, tous les matchs de l'Algérie soient chahutés. Quel est le paramètre pour dire que c'est une compétition qui a été réussie ou pas? Si le public, en Côte d'Ivoire, tous les matchs étaient archi-combles. Et au Maroc, ça a été vraiment, tous les stades étaient vides. Parce que la réalité, c'est que les Africains ne voulaient pas venir. Ils avaient déjà en tête que cette compétition est jouée d'avance. Mais comme on dit, alhamdoulilah, le sort a voulu autrement que ce régime-là, qui voulait utiliser le football à des desseins politiques, il y a des desseins de survie, a été vraiment face à une réalité auquel ils ne s'attendaient pas. Et les Sénégalais ont fait le travail. Noad, moi j'aimerais bien que la régie remette la vidéo, notamment du prince Rachid et sa condescendance. Et d'ailleurs, elle est à l'image. Regardez bien ce qui se passe. Et c'est très important de soulever cette posture, notamment de condescendance, d'arrogance par rapport à l'Afrique. C'est pas envers la coupe qu'il est arrogant, c'est envers tout un continent africain. Vous voyez la posture où protocolairement, revenez sur l'image de Motsepe qui essaye de lui donner, et il la refuse. C'est ça. Et ensuite, il la donne à Infantino qui la refuse également. Pour qu'au final, ils y vont à 3. Et regardez bien cette image-là. Cette scène-là, elle est révélatrice. Il la touche, il ne la prend pas pour la donner avec fierté et honneur, notamment en tant que pays organisateur. Il la donne avec mépris. Il la donne avec arrogance. C'est un mauvais perdant. C'est important. Et ça, c'est une insulte envers l'Afrique. Ce n'est pas envers la CAN, ce n'est pas envers le foot, ce n'est pas envers
C'est tout un continent. Voilà, on le voit, c'est là, pas que les l'image, Sénégalais on va qui sont l'afficher. touchés aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une accointance, une collusion, et ça les fait rire. Alors que non, pour moi, ça me fait pleurer. Ça fait pleurer par rapport à cette Afrique qui est censée être unie, et qu'un pays comme le Maroc, aujourd'hui, la divise à travers même ce qui est censé être une fête de continentale, elle est devenue une hérésie, elle est devenue un simulacre d'une CAN. Elle est devenue une parodie de mauvais goût de la CAN. C'est ça ce qui est important de dire aujourd'hui. On voit bien, les images sont parlantes, sont éloquentes. Donc on ne peut pas dire que la CAF n'est que l'otage d'un système qui dure depuis quelques années, notamment du Maroc, qui a tout fait pour injecter de l'argent sale, pour injecter la corruption. Qu'est-ce qu'on retient? Excuse-moi, je termine, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette CAN? On retient quoi? On retient triche, fourberie, brouille, magouille. C'est tout ce qu'on retient. Malheureusement, on ne retient pas l'âme. Ils ont tué l'âme de la CAN. Ils ont tué la magie de la CAN, malheureusement. Moi, ce que je retiens finalement. Pardon, Kamel, je vais vous donner la parole, Kamel. Kamel, 2 minutes, Kamel Mensari. Ce que je retiens, moi, personnellement, c'est justice divine. N'est-ce pas, Maître? Moi, je pense qu'il y a une instrumentalisation, comme l'a si bien dit Kamel Mensari, il y a une instrumentalisation de la part du pays organisateur, du Maroc en l'occurrence, pour une politisation à outrance de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et dès le premier jour, il y a eu des sujets à débat. Il n'y a pas eu une journée de cette CAN où il n'y a pas eu des scandales, où il n'y a pas eu des remises en cause. Et c'est ça qui me paraît bizarre. Et maintenant, sur le côté soft power, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis justement sur le côté du soft power, de couvrir cette CAN, il est évident que le boomerang est terrible pour le soft power, parce que ce qui s'est passé hier ne s'est jamais passé dans une compétition internationale. Enfin, le scandale d'hier avec le but refusé, puisque avant le penalty, il faut parler aussi du but refusé pour le Sénégal. Pour le Sénégal, qui n'a aucun lieu d'être. Enfin, ce but, il est tout à fait valable. Il n'y a aucun doute sur la validité du but. Et depuis la première journée de cette CAN, il y a eu énormément de faits de jeu qui ont été en faveur du pays organisateur. Il faut arrêter de se mentir. C'était quelque chose d'évident. Et on voit que certains arbitres, cet arbitre, il ne faut pas l'oublier, que c'était le premier arbitre du match d'ouverture Maroc-Comores et qui avait déjà eu un fait de jeu terrible pendant le match Maroc-Comores. Donc, à un moment, ça fait beaucoup de choses où tu te dis que l'Arja, comme l'a si bien dit notre confrère journaliste, enfin notre ami journaliste, l'Arja tient les ficelles de tout ce qui est pendant à la CAF, et c'est lui qui tient et qui dit quoi faire et à qui faire. Donc voilà, c'est ça qui est triste. Et justement, cette finale, moi je voulais dire 2 mots aussi à propos de cette finale, qui, comme tous les autres matchs, ça a donné lieu à des calculs machiavéliques, je tiens bien, mais alors vraiment, c'était du chirurgical. Lorsque je dis, par exemple, pour les demi-finales, vous savez que les demi-finales qui sont jouées, on a sélectionné, par exemple, pour le match Égypte-Sénégal. Vous savez qu'ils ont cerné les joueurs qui étaient susceptibles d'être suspendus, qui avaient déjà des cartons. Par exemple, pour l'Égypte, on lui a écarté 2 joueurs clés de l'équipe, à savoir Koulibaly, qui était capitaine d'équipe, qui est le défenseur, le pivot central de l'Égypte, qui est capitaine d'équipe, qui a joué à Naples, qui a joué en Angleterre et qui joue actuellement à Al Ahly en Arabie Saoudite, et Diarra, le milieu de terrain, ils savaient qu'ils avaient déjà 2 cartons et que s'ils prenaient un carton dans la demi-finale, ils étaient suspendus pour la finale. C'est ça pour vous dire que c'était ciblé. Et c'était la même chose aussi, même du côté égyptien, ils ont ciblé Hani, qui est la même chose, qui avait un carton, tout ça pour vous dire, tout ça, c'était pas gratuit, c'est machiavélique. Et c'est ce point-là, je termine pour ce qui est de la finale. Alors, cette finale, vraiment, elle a déteint sur le prestige du football africain, incroyable dans la mesure où elle s'est jouée en 4 actes. Le match était terminé, 90 minutes plus 2, but refusé au Sénégal alors qu'il était plus que valable, dans la mesure où l'arbitre, on disait... Il n'a pas consulté la VAR. Il n'a pas consulté la VAR. Mais j'arrive. Il n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très vicieux, cet arbitre, qu'on disait. Il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales. Jean-Pierre Ndal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé
empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi ? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir. Alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défilé, à lui de décider but valable ou pas valable. Et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Ça pour vous dire, c'est des spécialistes quand vous parlez de mafia. Ça confirme une fois de plus la magouille. La VAR a toujours été, durant cette Coupe d'Afrique, utilisée en faveur du Maroc. Et là, on vient d'apprendre, par exemple, et ça c'est curieux, la Confédération africaine de football, j'y reviens, ouvre une enquête sur quoi ? Pas sur les erreurs d'arbitrage. Sur les incidents, soi-disant ? Ou sur le comportement infligé aux arbitres lors du match Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc. Alors que tout le monde a vu comment les arbitres ont géré ces deux matchs. Donc effectivement, cette question d'arbitrage, cette question du comportement de la Confédération africaine de football avec l'influence marocaine, avec l'argent marocain, suscite beaucoup de questions. Je souligne seulement, pour terminer, que plusieurs présidents de fédérations africaines de football ont saisi la CAF pour se plaindre justement du comportement du président de la fédération marocaine. On verra ce que fera la CAF après. L'élimination de l'Algérie a été précipitée, pour terminer, contre le Nigeria. Elle a été précipitée alors que l'Algérie se devait de bénéficier d'un penalty dès la 13e minute de jeu, où elle aurait pu bouleverser le tournant du match. Vous savez qu'aujourd'hui, les Nigérians sont frottés les mains, qualifiés pour qualifier. Aujourd'hui, qu'eux aussi sont passés à la trappe. Ce sont des schémas extrasportifs. Aujourd'hui, ils reconnaissent que l'Algérie, les Nigériens, j'ai vu des vidéos, les Nigériens reconnaissent aujourd'hui qu'il y avait pénalty, que l'Algérie avait été bien évidemment poussée à l'élimination contre le Nigeria. Tout simplement, aujourd'hui, se sait, maintenant que cette finale s'est déroulée, en tous les cas, bravo. Le Sénégal. Quel est l'arbitre de la VAR ? Vous savez que le Sénégal, les deux finalistes, Sénégal et Maroc, ils ont fait 7 matchs depuis le début. Sur les 7 matchs, le Maroc a fait 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Le Sénégal a fait 6 victoires et 1 nul. Autrement dit, avec un score tout à fait éloquent, 13 buts marqués pour 1 encaissé pour le Sénégal, ça fait plus 12. Et 9 buts pour le Maroc, 1 but encaissé, ça fait plus 8. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Badis à propos du soft power. Donc, en évoquant cet aspect-là, ce chapitre, les Marocains font croire qu'ils ont mis le paquet pour cette compétition, c'est-à-dire lorsqu'ils ont annoncé qu'ils avaient mis les infrastructures, ils ont financièrement 2 milliards d'euros. Mais en réalité, ce n'était pas pour la CAF, c'était pour la Coupe du Monde. Tous c'est pour la CAF. Alors ils sont en train de tromper l'opinion publique, que ce soit le leur ou bien tous les pays participants. Dire que nous avons créé, que nous avons investi, que nous avons injecté des financements, en réalité, c'est faux. Ils ne l'ont pas fait pour la CAN, parce que ces infrastructures-là existaient depuis 2015. Donc, ils n'ont rien apporté de nouveau. Bien sûr, tous les terrains étaient homologués par la FIFA, parce qu'il fallait les inspecter pour savoir s'ils étaient valables pour la Coupe du Monde ou pas. Donc aujourd'hui, les Marocains qui prétendaient avoir présenté la meilleure CAN, en réalité, ça n'en est rien. Ce n'est pas la meilleure CAN parce que ce ne sont pas simplement les infrastructures qui font de la CAN une réussite, mais comme je l'ai dit, les stades, quand ils sont vides, ça veut dire que vous n'attirez pas. Pourquoi vous n'attirez pas ? Parce que vous n'êtes pas crédible. Et c'est ce que le Maroc a perdu, sa crédibilité. Il n'a plus de crédibilité envers les Africains, surtout. Et sur le plan international, nous avons vu comment des spécialistes, des experts en football ont dit, et l'ont fait ouvertement, disent qu'on donne cette coupe au Maroc parce que ça devenait vraiment dégueulasse. Et ça commençait à devenir quelque chose d'insupportable de voir toutes ces erreurs d'arbitrage, tous ces errements. Et en plus, même, on a voulu que le Maroc, le régime a voulu cacher sa misère à travers cette CAN. C'est avéré un échec sur le plan politique parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait
par la triche et par les coulisses. Noad, on peut scénariser l'image, mais on ne peut pas scénariser la réalité. D'accord ? J'ai effectué quelques recherches méthodiques pour faire parler les chiffres. Et c'est évocateur. Et d'ailleurs, ça peut être une base de discussion. Pourquoi pas ? On s'accorde à dire, non pas autour de sa table, mais le monde entier qui a regardé cette compétition, qui est une compétition qui a été confisquée par quoi ? Par la polémique. Elle a été aussi, le foot a été éclipsé complètement. C'est-à-dire qu'on a eu tout sauf le foot. Et donc, sur l'ensemble du tournoi, quelques chiffres. Plus de 60% des matchs à forte audience, donc, ont été suivis tous de controverses, notamment sur l'arbitrage. Arbitrage majeur, des fautes majeures, hein, j'entends. Plus 50% de temps d'antenne, post-match, en règle générale, où on analyse, on refait le match, ont été tous sur des séquences, notamment d'analyse sur les litiges arbitrales, pour vous dire. Et ça sur les plateaux et africains et internationaux. Donc on a bien vu beaucoup de décryptage, notamment, où certains disaient « donnez cette coupe au Maroc, Oui. finissons-en ». Exactement, oui. Voyez. Ensuite, un autre chiffre très évocateur, plus de 35 à 40% d'intervention de la VAR, la fameuse VAR. Mais attention, par rapport à l'édition précédente, mais toujours avec une sélectivité et avec une incohérence. Et, vous l'aurez compris, toujours au profit du pays hôte, Du Maroc, pays bien sûr. organisateur. Et puis, bien évidemment, vous avez le temps additionnel pour certains matchs, où c'était entre 12 et 14 minutes, ce qui est invraisemblable pour un temps additionnel. C'est le corps. Absolument. Et ensuite, vous avez, bien sûr, un pays qui a été favorisé dans plusieurs matchs à enjeu. Rappelez-vous la Tanzanie. Juste au passage, hein, je rappelle, 9 points contre un autre pays qui avait seulement 2 points, un meilleur troisième, alors que l'Algérie, elle a charbonné pour avoir sa place, hein, permettez-moi l'expression. Et puis, vous avez un agrégat de plusieurs ingrédients, à savoir des fake news, des polémiques, des attaques, une diatribe contre l'Algérie qui vole de la nourriture, qui vole des ballons, qui essaye de détruire justement le mental de nos jeunes et autres. Des violences aussi contre des journalistes. On pourra en parler aussi, la mort suspecte. Disons les choses clairement. Oui. Je jette un pavé dans la mare, donc on pourra en discuter davantage, puisqu'il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien derrière. Donc, au-delà d'un déficit de pilotage et d'organisation, on voit clairement qu'il y a un pays qui aujourd'hui retient toutes les attentions, à savoir d'abord son soft power qui n'a pas perdu qu'un match, il a perdu toute sa légitimité, toute sa crédibilité. Et puis surtout, on en garde quoi de cette édition ? Pas du sport en tout cas. C'est ça, la Coupe du Monde 98, elle est dans l'esprit des gens avec les 2 buts de Zidane. La Coupe du Monde 2002, elle est avec les buts de Ronaldo et sa coupe de cheveux. 2006, c'est quoi? C'est le carton rouge de Zidane. Tout le monde, quand on passe de 2006, le carton rouge et le coup de tête. Et on peut aller comme ça sur plusieurs effets marquants. Oui. L'effet marquant de cette Coupe d'Afrique des Nations, il faut le dire, c'est que tout le monde va dire que ça a été une CAN qui a été truquée et qui a été, c'est un canular à oublier rapidement. Et à oublier rapidement. C'est un boomerang en termes de soft power. La crédibilité a été ébranlée de façon terrible. Marouane Tapti, 2 minutes. Merci. Donc, si vous voulez, tout ça, je m'excuse de parler un peu comme un médecin. Tout ça, c'est des symptômes. Mais le mal lui-même, c'est le fonctionnement de la cave. C'est absolument... on a très bien compris qu'il y a un agenda pour faire gagner le Maroc. Cet agenda a eu l'approbation de toutes les structures décisives du sport. Je dis bien les structures décisives. Dans ces structures, il y a des hommes, il y a des intérêts qui ont plus de pouvoir que les autres, et ce pouvoir ne vient pas des prérogatives officielles qui sont dans les statuts, que ce soit de la FIFA ou de la CAF. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir occulte parallèle qui a les moyens de développer tout cet arsenal pour que la Coupe soit marocaine. Et on a détruit toutes les équipes qui avaient la possibilité de contester ce résultat au Maroc. Et on a utilisé absolument tout. C'est pour ça que c'est sur ça qu'il faut agir si on ne veut pas revivre la même chose dans la prochaine édition. C'est vrai. Je vous propose justement d'écouter une fois de plus M. Maktar Sylla, donc le journaliste sénégalais. Il revient sur les manifestations de solidarité des peuples africains face justement à cette injustice qui a caractérisé cette CAN. Il tire les enseignements nécessaires afin d'impulser une dynamique panafricaine salutaire. Regarde.
Oui, le Sénégal, pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, c'est un pays, j'allais dire, de gens qui refusent, qui sont des gens bien, c'est le pays de la teranga, de l'hospitalité, mais face à l'injustice, le Sénégalais se dresse, le Sénégalais fait face, le Sénégalais n'a pas de complexe. Et donc, de ce point de vue, effectivement, quand il faut faire et poser certains actes, qui sont des actes de dignité, des actes de vérité, des actes de justice, mais également des gestes de justice émanante de Dieu, qui aujourd'hui, effectivement, c'est Dieu qui s'est exprimé hier. C'est Dieu qui a fait qu'effectivement, que l'injustice soit réparée. Mais au-delà de cela, je pense qu'effectivement, moi, je suis un militant dans toute ma carrière, dans toute ma vie, tout ce que je fais, je suis un panafricain né. Je combats effectivement pour qu'aujourd'hui, effectivement, que l'Afrique soit unie, qu'on se dresse, qu'on aille ensemble. Quand j'ai vu les manifestations hier, que j'ai vues, pour ne parler que de l'Algérie, à Oran, à Alger, etc., que les amis nous ont envoyés, il y a eu d'autres réactions au Cameroun, au Nigeria, en Gambie où je me trouve aujourd'hui, on se rend compte effectivement que les Africains, de manière générale, sont épris de justice. Les Africains veulent de la qualité, les Africains veulent de l'excellence, les Africains veulent effectivement des sentiments vrais, d'intégration, de véritable fraternité. Et le destin de l'Afrique, à mon avis, ne se construit pas par des individualités isolées, il se construit dans une dynamique globale, dans une dynamique cohérente, dans une dynamique de coopération, de respect mutuel, avec nos différences, certes, avec quelquefois peut-être nos contradictions, mais qu'on puisse aller au-delà de cela. Et donc, j'appelle de tous mes voeux, effectivement, que cela puisse servir d'élan. Et je pense que la jeunesse, de manière générale, mais aussi nous, les médias, avons un rôle important à jouer, un rôle essentiel à jouer. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se dit sur les médias, surtout occidentaux, etc., concernant l'Afrique, sur beaucoup de choses, avec un certain de paternalisme, de condescendance, etc., il est temps qu'effectivement, que nous aussi, hommes de médias, nous prenions nos responsabilités pour que les véritables narratifs africains soient mis au devant, que nous donnions nos propres analyses. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de réactions partout un peu aujourd'hui en Afrique. Ben, je pense que cela procède juste du fait, d'ailleurs avec des gens qui ont été battus certainement par le Sénégal, qui ont compétit, mais qui sont avides de vérité, de justice, d'équité. Et quoi qu'on dise, sans tirer la couverture outre mesure vers le Sénégal, pas juste les Sénégalais, mais moi je suis plus africain que Sénégalais. Donc je pense qu'effectivement, le Sénégal a produit du jeu. Le Sénégal a joué et a montré du respect envers tous ses adversaires. Et c'est ça que l'Afrique restitue aujourd'hui au Sénégal. Donc, je pense qu'également, au-delà de cette victoire ponctuelle, etc., du football en tant que tel, du sport de manière générale, nous devons être interpellés, nous autres Africains, en termes, j'allais dire, d'acteurs qui aujourd'hui combattent pour qu'il y ait cette véritable unité africaine, cette véritable intégration sur la base de la franchise, sur la base de la véritable amitié, sur la base effectivement de nos intérêts convergents. Et je pense de ce point de vue également que nous autres, des médias, avons une responsabilité première. On se rend compte qu'aujourd'hui, surtout les médias occidentaux, certains médias occidentaux s'évertuent à parler de l'Afrique, à donner leur propre narratif, etc., sous leur prisme souvent déformé et déformant, et qu'il est temps qu'effectivement que nous ayons des réponses structurées, véritablement dynamiques, des réponses, j'allais dire, qui fassent appel à toute cette excellence qui existe partout dans les médias aujourd'hui en Afrique, pour que nous puissions être les acteurs et les auteurs de nos propres narratifs, accompagner les processus de développement de notre pays, effectivement, et accélérer cette intégration africaine. L'intégration africaine passera forcément par des médias africains forts, puissants, qui aujourd'hui, effectivement, donnent les véritables narratifs qui correspondent aux réalités de notre continent. Toutes ces équipes qui étaient là-bas, les pays qui étaient là-bas, voulaient avoir la coupe. Ça ne les a pas empêchés de manifester partout en Afrique. Même les équipes qui ont été battues par le Sénégal ont manifesté pour saluer cette victoire. Je pense que c'est véritablement cette soif d'excellence, cette soif, c'est-à-dire de combativité, de patriotisme, d'effort, d'humilité. C'est ça que les Africains ont voulu, je pense, saluer à travers donc, cette reconnaissance et toutes ces manifestations pour le Sénégal. Mais au-delà du Sénégal, comme je dis, il faut voir les choses de manière beaucoup plus large. Au-delà du sport, il faut voir les choses de manière beaucoup plus large. L'intégration africaine, ce n'est pas un slogan. Il faut que ça se construise. Pour que ça se construise, il y a par des actes concrets, par des projets concrets qu'il faut le faire, mesurables, quantifiables, identifiables dans le temps. Et de ce point de vue, je le dis, je l'ai toujours répété, par exemple, ce que dans votre pays, vous êtes en fait AL24, Ifriqiya FM, toutes ces choses qui sont en train de se faire, Desahir Media City qui va se faire, et d'autres initiatives de ce type, quand on voit également ce qui a été fait du point de vue des startups africaines, avec ce fonds d'1 milliard de dollars qui a été mis en place pour des startups, pas seulement algériennes, mais africaines, c'est vers cela qu'il faut aller. C'est ça véritablement
le panafricanisme réel, le panafricanisme concret se manifeste de cette manière-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'effectivement, que l'ensemble des pays africains qu'on tire des leçons de toutes ces choses-là, en nous disant qu'effectivement, que nous avons des défis communs à relever. L'Afrique doit soigner son image. L'Afrique doit se valoriser. Le sport le permet, la diplomatie peut le permettre, les médias peuvent le permettre et d'autres secteurs peuvent le permettre, puisque nous avons les économies et, j'allais dire, les ressources naturelles, les ressources économiques les plus importantes au monde. Il nous faut capitaliser sur tout cela, être conscient de nos potentialités, bâtir, construire dans la durabilité. Voilà, c'était donc Maktar Sylla, journaliste sénégalais. Il y a effectivement un débat, comme le disait le journaliste sénégalais, en Afrique, c'est tant mieux, sur l'échec, et tout le monde est d'accord là-dessus, sur l'échec de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Maroc. Mahdi tout à l'heure parlait d'images. L'une des principales images, c'est la tentative de retrait de l'équipe du Sénégal, de la finale. Ce que j'ai jamais vu dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Je voulais relancer M. Tapti sur... parce que c'est un autre scandale aussi, parce qu'on a tout fait pour l'étouffer. Il y a eu 2 morts. Deux journalistes, le Camerounais et Mohamed Soumaré. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de... c'est une mort suspecte. On a fait comme si ça n'a jamais existé. Est-ce que vous avez plus d'informations justement sur cette affaire Pour moi, c'est une mort qui pose beaucoup de questions. Il semble que le médecin qui a constaté le décès ait mentionné dans son certificat que c'est une mort suspecte. Ce qui automatiquement dépend du procureur du coin, qui doit au moins demander une autopsie. On n'en sait pas plus parce qu'il n'y a pratiquement aucune communication. Comme je vous disais, la famille même de ce Mohamed Soumaré a des difficultés à joindre le Maroc, comme je l'ai déjà dit. C'est des gens qui ont été très proches de nous. Et c'est un gars qui a toujours été proche de l'Algérie. Il est né ici, il a fait ses études ici, on rappelle, il vivait ici avec sa famille. Il a fait sa première année primaire dans notre quartier, Falharach, à la Vigerie précisément. On voit sur cette photo de jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Son père a été formé comme médecin en Algérie, sa spécialité en Algérie. C'est vraiment des gens, parfois on oublie tout le travail qu'a fait l'Algérie pour avoir un rayonnement international comme ça. Oui. Et ça, c'est un des dividendes. Un des dividendes où le bonhomme, Mohamed Soumaré, est connu comme étant quelqu'un qui faisait d'énormes efforts pour casser l'état de la relation actuelle qu'il y a entre l'Algérie et le Mali. Il en était très malheureux et il considérait que l'Algérie était l'allié naturel du Mali. Donc c'est quand même... c'est une grande perte. C'est une grosse perte pour un pays. Et l'Algérie a beaucoup investi. Ce genre de profil est très fréquent. Le hasard a fait que c'est quelqu'un qui vivait presque chez nous à la maison. C'est pour ça que mon témoignage il est un peu personnel. Mais c'est très fréquent ce type de profil. On mesure peut-être un peu mieux comme ça les effets de l'action de l'Algérie. Et si on a la perspective de faire quelque chose qui change la dynamique actuelle, c'est sur ces points d'appui qu'il faudra compter pour pouvoir changer le rapport de force à l'intérieur de ces institutions qui jouent le jeu des multinationales. Il faut le dire, c'est les sponsors qui sont derrière le fonctionnement de ces... Monsieur Tapti, est-ce que Mohamed Soumaré a été assassiné? Est-ce qu'on peut poser cette question aujourd'hui? C'est trop tôt pour le dire, mais le faisceau de présomption, il est très fort envers cette hypothèse. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il n'a pas été assassiné, il doit être dans la transparence. Il doit fournir les preuves. Quels ont été les résultats du médecin légiste? L'action du procureur au Maroc, où en est-elle? Et ça, c'est la famille qui pose ce genre de questions. Et je pense qu'il faut suivre ce dossier. Ce qui est sûr, c'est que déjà le médecin a dit que c'était une mort suspecte. C'est un jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas de pathologie particulière, c'est un fils de médecin, donc son état de santé, son père atteste qu'il est en bonne santé. Moi, je pense que c'est clair que la suspicion est légitime. Et ce qui est d'autant plus suspect, c'est qu'il y a eu un autre décès. 48 heures plus tard, le Camerounais qui tenait des propos très similaires à ceux de Soumaré. Sur les dysfonctionnements de cette CAN, comme nous sommes en train tous de le dire autour de ce plateau, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, c'est toute la planète qui le dit. Je pense que même au Maroc, cette question du dysfonctionnement va avoir des effets de politique intérieure.
Et la désaffection du public pour les stades marocains est un indice. Est un indice non négligeable. Il y a une suite. Il y a une suite qui nous attend. Si vous voulez, c'est un séisme dont les répliques sont à venir. Voilà un peu. Moi, rapidement, c'est un décès qu'on ne peut pas reléguer à un simple fait divers. La mort d'un journaliste qui puisait lors d'une couverture deux journalistes, effectivement, lors d'une Coupe d'Afrique, notamment une compétition sportive, dans un pays qu'on sait qui est proxy de puissance, notamment par procuration en Afrique, on voit bien qu'effectivement, il y a matière à plus que s'interroger, mais à avoir de la suspicion, puisqu'encore une fois, ça n'a même pas été accompagné ni par un communiqué, ni par une communication officielle, notamment des autorités marocaines. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de matière de volonté d'occultation et d'opacité. Ensuite, moi, j'aimerais juste revenir sur un autre phénomène. Je rappelle que les journalistes n'ont pas été épargnés dans cette compétition. On voit bien, ne serait-ce que la délégation algérienne, la délégation égyptienne également, la délégation notamment sénégalaise. On a vu cette conférence de presse qui a été coupée. Nous avons vu une violence inouïe, notamment d'abord du Merzen, dans les stades, en dehors des stades. Nous voyons là les images, effectivement, où les Marocains sont sortis et s'en est suivi une altercation. Et d'ailleurs, la conférence a été annulée. Vous imaginez la liberté de presse? C'est la première fois que ça se passe dans une finale d'une compétition internationale qu'une conférence de presse du sélectionneur est annulée. La première fois de l'histoire du football. Donc on voit bien qu'il y a une violence systémique, organisée, structurée contre les journalistes. C'est pourquoi je ne suis pas étonné, sans pour autant des spéculations, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous prenez des plateaux, notamment d'analyse en Occident ou en Afrique, ils disent la même chose. C'est une mort suspecte, en l'occurrence. Et puis, peut-être pour conclure aussi, les supporters, ou même, pourquoi je dis hors des stades, moi, j'aimerais bien qu'on passe les images où on s'attaque à des restaurants, à des commerces, notamment de Sénégalais, au Maroc, suite justement à l'échec cuisant, non pas du match, mais notamment du Maroc lors de cette compétition, où on s'attaque au fait aux biens, notamment des Sénégalais, des compatriotes qui sont censés vivre paisiblement et en toute sécurité, notamment au Maroc. Ils sont les premières victimes. Donc on voit bien qu'il y a encore une fois une violence frontale, une violence encore une fois du Maroc et de ses sbires. C'est un modus operandi qu'on connaît déjà. Les Algériens en 1994 ont subi la même chose. Ils ont vu leurs propriétés démolies, détruites, saccagées et pourchassées lorsque le Maroc avait accusé l'Algérie derrière l'attentat de Marrakech de 1994. Vous imaginez? Donc c'est un modus operandi similaire. Ils agissent toujours de la sorte. Et pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé lors des conférences de presse, et je le répète, lorsqu'à chaque fois un pays ou une sélection accusait ou remettait en cause les décisions arbitrales, nous avons toute une presse marocaine qui s'en prenait à cette sélection. C'est-à-dire si par exemple le Tanzanie ou bien n'importe quel pays remettait en cause l'arbitrage, on lui tombe dessus alors qu'ils n'ont pas joué contre le Maroc et qui s'attaquaient à une institution d'une manière légitime. Ils avaient le droit d'en poser des questions. Et c'est ça le problème chez les Marocains, c'est que n'importe qui, ça s'appelle de l'omerta, ça s'appelle de la dictature. Et ce qui s'est passé, ce que les Sénégalais ont fait à la dernière minute, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il y en avait assez, ils en ont assez de toutes ces magouilles, et c'était l'expression d'un ras-le-bol et d'un dégoût et d'une frustration, et en plus de ça, d'un rejet d'un système qui a été mis en place pour favoriser le pays d'accueil. Merci Kamal Mansari. Merci également à vous, Mohamed Hawchin, d'avoir été avec nous ce soir. Je remercie également M. Marwan Tabti. Merci encore une fois. Et nous qui revenons. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.